compte rendu de la 53e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 25 juillet 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 53e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la commémoration de la journée du Génocoste et du lancement du plaidoyer pour sa reconnaissance internationale. Le président de la République a commencé par rappeler que la date du 2 août est désormais consacrée, en vertu de l'article 28 de la loi numéro 22/65 du 26 décembre 2022, à la commémoration des victimes de violences massives qui ont endeuillé notre nation depuis plus de 3 décennies, ainsi qu'à l'hommage rendu à celles et ceux qui leur ont porté secours. Il a souligné que le Génocoste ne se limite pas à la réparation de survivants. Il constitue un appel national à la vérité, à la justice et à la non-répétition. C'est une invitation à assumer nos responsabilités historiques et à bâtir une mémoire collective autour de l'idéal « n'est jamais oublié, n'est jamais répété, commencer à guérir ». La Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes et le Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, avec le soutien du gouvernement, mènent un travail de fond dans le cadre du processus de justice transitionnelle. Après la table ronde du 29 mars et les forums sur les réparations du 1er au 4 juillet 2025, le président de la République a noté qu'un colloque international s'ouvre ce 29 juillet 2025 à Kinshasa sur la reconnaissance des génocides commis en RDC avec la présentation d'un argumentaire documenté à l'appui. À l'occasion de la commémoration du Génocoste en 3, il en a appelé, sous la coordination de la Première ministre, à une mobilisation nationale et diplomatique pour marquer cette journée dans toutes les provinces ainsi qu'au sein de nos ambassades en réunissant citoyens et partenaires autour d'espaces de dialogue, de mémoire et de paix. Dans le prolongement de cette appropriation mémorielle, le président de la République entend engager notre pays dans un plaidoyer international pour la reconnaissance du génocide, notamment à la 60e session du Conseil des droits de l'homme et à la 80e Assemblée générale des Nations unies. Le gouvernement, à travers le ministère des Droits humains, en collaboration avec la CIAVAR et le FONAREF et nos missions diplomatiques, est appelé à élaborer une stratégie globale et progressive mobilisant toutes les forces vives de la nation et de la diaspora pour faire entendre la voix de notre peuple et honorer la mémoire de nos millions de martyrs. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la salubrité publique dans la ville-province de Kinshasa. Le président de la République tient à ce que l'image de Kinshasa, miroir de notre pays, reflète l'ordre, la propreté et le sens de responsabilité. Conscient de l'importance d'un cadre de vie sain pour la santé et la dignité de nos concitoyens, il a rappelé avoir personnellement lancé, le 19 octobre 2020, le programme Kinshasa Bopeto, un projet ambitieux de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Ces programmes, au-delà de son cadre local, devaient inspirer toutes les autres villes de la République. Cependant, force est de constater que les défis à relever dans les domaines de la salubrité demeurent immenses. Il y a là manifestement des raisons de prendre des mesures drastiques qui s'imposent. L'amélioration du cadre de vie des Kinshasa est une priorité qui appelle à un engagement sans relâche pour faire de notre capitale une ville propre
vivable et digne du prestige de notre nation. Dans cette perspective, il en a appelé à un sursaut d'orgueil collectif. La lutte pour un environnement propre ne saurait être l'apanage du seul gouvernement. Elle exige la mobilisation de tous, dirigeants comme citoyens. Il a engagé en conséquence le gouvernement provincial de Kinshasa, en collaboration avec le ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville, sous la coordination du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à prendre sans délai les mesures suivantes. Responsabiliser chaque niveau de gouvernance locale, du bourgmestre au chef d'avenue, pour faire respecter la discipline de propreté dans chaque entité de la ville. Redynamiser la brigade de salubrité, la doter de moyens humains, matériels et juridiques nécessaires, y compris les mesures de coercition pour faire respecter les normes d'hygiène et ramener tous les citoyens à une culture de propreté. Lancer une réflexion sur la création d'une unité spécialisée avec pour mission prioritaire de débarrasser les avenues de Kinshasa des véhicules abandonnés et épaves qui y sont inutilement stationnés. Un rapport circonstancié assorti des propositions concrètes devra être présenté au Conseil des ministres dans un délai de 7 jours par le ministre délégué près l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville pour évaluation et mise en œuvre progressive. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur les suivis des assignations ministérielles en faveur de l'amélioration du climat des affaires. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques du gouvernement en vue de l'amélioration du climat des affaires, elle a rappelé la nécessité d'une mobilisation effective de chaque ministre concerné par les assignations sectorielles lui confiées lors du lancement du plan stratégique sur le climat des affaires par le président de la République. Face au niveau d'exécution observé, qui reste faible, en dépit des objectifs clairement définis, la Première ministre a évoqué l'impératif pour chaque membre du gouvernement concerné de veiller à une mise en œuvre diligente et coordonnée des actions relevant de son secteur. À cet effet, elle a demandé au vice-premier ministre, ministre du Plan, d'évaluer, d'organiser l'évaluation immédiate de l'exécution des assignations ainsi que leur suivi conformément à la méthodologie validée et de lui en faire rapport au plus tard le 1er septembre 2025. Cette évaluation renforcera la redevabilité et la performance de l'action publique, condition essentielle à la consolidation de la confiance des investisseurs. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'état du territoire. Cette semaine, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la signature de la déclaration de principe à Doha, au Qatar, entre les représentants du gouvernement, et ceux de la coalition M23 AFC. Sur le plan sécuritaire, il a informé le Conseil de son intention d'organiser un forum de paix dans les provinces du Kwango, du Kwilu et de Mai-Ndombe, ainsi que dans la ville de Kinshasa, comme il a été dans la province de la Chopo, pour un contrat de paix entre les populations affectées par la crise du phénomène Mobondo. Dans les chapitres de sinistres et catastrophes, il a fait mention notamment d'un accident de navigation sur le fleuve Congo, non loin du Beach-Kungu dans la province du Congo central, où un bateau en manœuvre d'accostage a heurté un autre bateau, un sujet chinois est porté disparu. D'un accident mortel à Matadi-Kibala dans la ville de Kinshasa, ces drames provoqués par un camion en panne met en lumière la récurrence d'accidents mortels sur cet axe routier à forte densité humaine. D'un éboulement de terre le 20 juillet 2025 au site minier d'exploitation artisanale de Lomera, en groupement Louis Chefferie de Kabare et territoire de Kabaré dans la province du Sud Kivu, avec un bilan de 10 morts et plusieurs disparus. Dans ce même registre sécuritaire, il a été complété par le vice-premier ministre
ministre de la Défense nationale, qui lui est revenu sur la situation opérationnelle dans les provinces sous occupation, mais aussi en Ituri et dans les triangles Kinshasa, Grand Bandundu, Congo central. Au sujet de la situation épidémiologique, les ministres de la Santé a brossé cette situation en République démocratique du Congo en mettant un accent particulier sur le choléra et les mpox. Il a donné les statistiques comparées à la semaine précédente. La tendance du choléra à la 29e semaine épidémiologique est marquée par une diminution du nombre de nouveaux cas. Il a également mis en exergue la ville de Kinshasa qui, depuis la 16e semaine épidémiologique, fait face à une résurgence épidémique avec 34 sur 35 zones de santé touchées. S'agissant du mpox, la tendance à la 29e semaine est marquée par une augmentation de cas suspects. Pour les 2 dernières semaines, sur les 490 zones de santé ayant rapporté des cas à la semaine 26-28, 34 zones de santé sont en épidémie, 21 endémiques et 13 non endémiques, et 456 zones de santé sont sorties de l'épidémie. Sur les 34 zones de santé en épidémie, 2 zones de santé, Lodja et Aketi. Note d'information relevant du secteur de la recherche scientifique. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a informé le Conseil de l'organisation d'un atelier de familiarisation aux fonctionnalités des plateformes numériques valant portail du ministère du portefeuille pour l'optimisation de la gestion des entreprises publiques et d'économie mixte et l'efficience du suivi et contrôle des gestions des dites entreprises. Cette initiative fait suite à l'instruction du président de la République lors du 51e Conseil de ministres du 11 juillet 2025, il enjoignait avec le ministre du portefeuille d'implémenter en 60 jours une réforme devant rigoureusement assurer l'orthodoxie et la transparence de la gestion des entreprises d'économie mixte qui sont généralement des entreprises de joint venture contractuelles entre les entreprises publiques et les entreprises privées. Le président de la République a assigné à cette réforme urgente les missions qui sont celles découlant de manière intrinsèque de la rigoureuse tenue par les entreprises d'économie mixte d'une bonne comptabilité fiable et transparente, d'un calcul rigoureux et exhaustif des impôts, taxes et redevances d'acquittement exhaustif et régulier des parts des dividendes dus à l'État. Les conseils a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur du portefeuille. Le ministre du portefeuille a présenté une note d'information se rapportant à la participation de l'État actionnaire à la récapitalisation de la société Grands Hôtels du Congo SA. En effet, Grand Hôtel du Congo est une société anonyme d'économie mixte créée en 1968 dont la gouvernance est pilotée par une assemblée générale constituée de 2 blocs de partenaires, à savoir la partie privée Société du droit belge Victoria Equity, détentrice des 50% d'une part, et la partie État congolais, via l'entremise du ministère du portefeuille, 47%, et les autres institutions liées à l'État, soit 3% d'autre part, répartis comme suit: 1% CNSS, 1% LAC et 1% SNCC. La société gère 2 actifs hôteliers historiques, le Cube, actuellement exploité sous l'enseigne Pullman, et la Tour, bien située avec un fort potentiel économique et touristique, mais largement inexploité depuis plusieurs années faute de financement. Ces besoins de financement ont été satisfaits grâce à un prêt actionnaire de 6 199 140 $. Cependant, faute de contribution, l'investisseur réclame la conversion de sa contribution en actions. La prise en compte dont l'Assemblée générale avait validé les principes bouleverserait les équilibres actionnariaux en faveur de l'État et diluerait les participations minoritaires. Compte tenu de l'importance de cette entreprise dans le développement du secteur touristique en RDC, de la valorisation à très court terme de ses actifs, ainsi que de la rentabilité attendue de son exploitation, en concertation avec le ministre des Finances, une demande de liquidation de 6 millions de dollars américains a été sollicitée en faveur de cette société d'économie mixte, car il en va de l'efficacité de la politique actionnariale de l'État telle que prônée par le président de la République, chef de l'État.
En septembre 2025, la société procédera à l'inauguration de la tour avec 387 chambres, ce qui, d'après les estimations, va doubler la valeur des actions. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Deux notes d'information relevant du secteur du commerce extérieur. Les ministres du commerce extérieur est revenu d'abord sur les dépôts des instruments de ratification et d'acceptation de deux accords de l'OMC et mise en place d'un programme de partenariat avec la CNUSED. À la suite des échanges avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, il a été relevé l'obligation pour la République démocratique du Congo de procéder à la ratification des deux accords de l'OMC, à savoir l'accord sur la facilitation des échanges et l'accord sur les subventions à la pêche. La ratification de ces accords devait permettre à la RDC, d'une part, de respecter ses engagements envers l'OMC et d'autre part, de profiter pleinement des avantages que procurent ces accords au sein du système commercial multilatéral. Par ailleurs, au cours de la mission effectuée en mai 2025 à Genève, les ministres du Commerce extérieur ont échangé avec la directrice de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement en charge du commerce international, ainsi qu'avec les secrétaires exécutifs du Centre du commerce international. Ces échanges ont permis l'obtention de l'approbation de l'élaboration de deux programmes nationaux spécifiques en vue de la diversification de l'économie à travers la transformation de produits des bases d'une part, et la promotion de produits à fort potentiel à l'exportation pour faciliter l'accès au marché. L'exploitation du commerce électronique et des activités liées au renforcement de capacités institutionnelles pour une insertion réussie de la RDC dans les systèmes commerciaux multilatéraux et la ZLECAf. Une commission a été mise sur pied pour la mise en route de ces partenariats avec les CNUSED. Les deuxièmes points concernaient la clôture des négociations de l'accord de partenariat économique global République démocratique du Congo, Émirats arabes unis. Après 2 années d'intenses travaux, sous la supervision institutionnelle de la présidence de la République et la coordination du ministère du Commerce extérieur, les négociations sur l'accord de partenariat économique global devant intervenir entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont finalement été clôturées avec la signature du PV entre les chefs négociateurs de deux pays en date du 24 juin 2025 à Dubaï. L'APEC vise non seulement à renforcer les liens économiques existants entre les deux pays, mais aussi à libéraliser progressivement le commerce des biens, des services et faciliter les échanges grâce à des procédures douanières efficaces et transparentes, stimuler l'investissement, mais aussi et surtout à renforcer le développement du commerce numérique, des infrastructures et des micro et petites moyennes entreprises. Un projet des déclarations conjointes destiné à être signé par les ministres du commerce extérieur de deux parties a été élaboré pour encadrer cette étape conclusive. La signature de l'accord par les deux pays interviendra dès la transmission des textes consolidés. Les conseils a pris acte de ce note d'information. Note d'information relevant du secteur de la pêche. Les ministres de la Pêche ont informé le Conseil de l'arrivée sur le territoire national d'une flotte de pêche fabriquée en Égypte, dont 3 chalutiers de 27 mètres pour la pêche maritime et 5 navires de pêche pour le fleuve Congo et ses affluents. Arrivés le 16 juillet 2025 sur le territoire national par la ville de Mwanda, ces navires de pêche ont été aussitôt acheminés à Boma par la compagnie de voies maritimes. En prévision de la mise en service de bateaux de pêche du gouvernement, les ministres de la Pêche ont précisé qu'une cérémonie de réception provisoire de ces équipements de production est requise. Cette cérémonie traduira la relance officielle de la pêche industrielle par le gouvernement et ce, après l'inspection il y a 40 ans de la pêcherie maritime du Congo. Dans cette dynamique de relance, le ministre de la Pêche et l'Élevage a informé le Conseil qu'il conduira dès ce 28 juillet 2025 une délégation d'experts au chantier naval d'Aresa Shipyard en Espagne pour procéder à l'inspection et à l'essai de 3 chalutiers de 16 mètres pour la pêche industrielle et 4 bateaux de pêche de 12 mètres pour la pêche semi-industrielle, dont 2 pour le lac Tanganyika et 2 autres pour le lac Albert. Le Conseil a pris acte de ces 2 notes d'information.
Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a approuvé le relevé des décisions de la réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 18 juillet 2025. Au quatrième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, 4 dossiers ont été soumis sous examen. Le premier relevant du secteur de l'économie nationale, le vice-premier ministre a soumis au Conseil pour examen et approbation un dossier relatif au compact de résilience, partant des mesures budgétaires, monétaires et structurelles prises par le gouvernement de la République et qui ont produit des résultats tangibles sur le plan économique. Il a évoqué la nécessité de générer des effets des démonstrations à fort impact visuel et social, notamment à travers des investissements produisant de gains rapides. C'est ainsi que pour donner suite aux instructions du président de la République au cours de la 45e réunion du Conseil de ministres, ce compact résilience a été élaboré dans le but de concentrer les investissements publics dans certains secteurs et certaines aires géographiques. Il comporte 5 composantes, à savoir sécurité alimentaire, désenclavement des zones rurales, assainissement de la ville de Kinshasa, développement régional et protection contre les chocs extérieurs. C'est un ensemble de projets et des mesures à fort impact socio-économique et à haute intensité de manœuvre inscrits pour la plupart dans le programme de développement local de 145 territoires. En tant que compact, il est censé être mis en œuvre en urgence, les décaissements de fonds devant être concentrés pour respecter les délais de mise en œuvre. Il a terminé son intervention en formulant des recommandations stratégiques pour sa bonne mise en marche. Après débat et délibération, les conseils ont adopté ces dossiers. Le deuxième dossier qui a été soumis au Conseil de ministres de ce jour concerne le cadre budgétaire à moyen terme 2026-2028. Le ministre d'État, ministre du Budget, a soumis ces textes à l'examen du Conseil. Il a indiqué que ces documents reposent sur un cadrage macroéconomique actualisé, intégrant les tendances observées sur le plan national et international. Les hypothèses macroéconomiques qui les sous-tendent sont prudentes et cohérentes avec les projections du Comité permanent de cadrage macroéconomique. Ces documents préconisent une politique budgétaire mettant l'accent sur les efforts de mobilisation de recettes domestiques en vue de converger graduellement vers la moyenne de la pression fiscale des pays d'Afrique subsaharienne, soit 17%, ce qui permettrait d'accroître les investissements dans les secteurs productifs et sociaux. En matière de recettes, l'objectif est d'atteindre une pression fiscale de 13,6% du PIB d'ici 2028, contre 12,5% en 2025, et en matière de dépenses, la politique budgétaire vise un rééquilibrage qualitatif. Abordant l'articulation des projections du cadre budgétaire à moyen terme, les ministres d'État ont présenté la trajectoire prévisionnelle des recettes, des dépenses du sol budgétaire et de son financement sain par le gouvernement. Et pour terminer, il a annoncé les démarrages ce lundi 28 juillet 2025 des discussions aux conférences budgétaires pour la tranche annuelle de 2026 de ces cadres budgétaires à moyen terme dont les plafonds ont déjà été communiqués aux sectoriels. Il a sollicité l'implication des autres ministres pour la finalisation de documents budgétaires devant faire partie intégrante ou accompagner le projet de loi des finances 2026. Après débat et délibération, les conseils ont adopté ces dossiers. Dossier relevant du secteur de l'électricité. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a soumis au Conseil le dossier relatif au projet d'interconnexion électrique entre la République démocratique du Congo et la République populaire d'Angola et à la mise en place d'un fonds de développement du secteur de l'électricité alimenté par les frais d'importation. Au sujet du projet d'interconnexion, il a fait le point des analyses préliminaires menées par son ministère et celles provenant des échanges avec certains opérateurs intéressés, lesquels ont permis d'identifier 5 options principales d'interconnexion entre la République démocratique du Congo et la République populaire d'Angola. Ces options, a-t-il souligné, représentent un potentiel stratégique important
pour le renforcement de l'intégration énergétique régionale, la sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique de la République démocratique du Congo et la dynamisation des investissements structurants dans les secteurs via l'interconnexion avec l'Angola. Abordant la mise en place d'un fonds d'investissement du secteur de l'électricité, financé par un frais perçu sur l'importation de l'électricité en RDC, le ministre a indiqué que ces fonds permettra de financer de projets structurants en vue d'inverser la tendance à l'importation et constituer une source financière en garantie et soutenir la participation publique de l'État dans les projets d'électricité en République démocratique du Congo. Au demeurant, il a ainsi sollicité l'accompagnement du gouvernement pour la mise en place de couloirs de transport d'énergie électrique partant de l'Angola à la RDC sur 2 axes Lualaba-Congo central, avec différents niveaux de tension et points de départ, la création d'un fonds de développement du secteur de l'électricité alimenté par les frais d'importation par la tenue d'une loi, la préparation d'un traité entre l'Angola et la République démocratique du Congo visant la stabilité de la fourniture de l'électricité sur une période à déterminer. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dossiers relevant du secteur de la communication et des médias. Faisant suite à l'instruction du Président de la République, lors de la 13e réunion du Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des médias a soumis 2 dossiers pour examen à adoption. Le premier concernait le rapport circonstancié sur l'effectivité de la collecte de la redevance audiovisuelle par les télédistributeurs. À ce sujet, il a brossé l'état d'avancement du processus de perception de cette parafiscalité sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles de 2024 à ce jour, en épinglant les avancées significatives qui ont été obtenues avec les télédistributeurs, notamment Canal+, StarTime, EasyTV, qui ont accepté de signer des protocoles d'accord avec la télévision nationale. Ces accords, a-t-il précisé, prévoient un taux de collecte initial évolutif à partir de 2,4%, applicable aux abonnements en vue d'une collecte régulière et centralisée de la redevance. Un nouvel arrêté interministériel portant fixation des taux et modalités des recouvrements de la redevance sur les appareils audiovisuels en RDC a été soumis au ministre des Finances pour examen et signature. Tenant compte de la nécessité de rendre effective la collecte de la redevance par les télédistributeurs et autres percepteurs, le ministre des Médias a sollicité du Conseil l'accompagnement étroit des ministères et institutions ayant pour tutelle les services publics concernés par la perception de la redevance, notamment la Régie des eaux, la SNEL et la RPTC, la facilitation du ministère de l'Intérieur aux fins de procéder à la signature de protocoles d'accord, au même titre que des provinces en ordre avec la loi, en vue de concrétiser la collecte de la redevance par les provinces, l'implication du ministère de la Justice ainsi que ses services afin de permettre l'application de mesures contraignantes les cas échéants, la collaboration du ministère des Finances pour la signature d'un protocole d'accord avec la Direction générale des impôts dans les recouvrements forcés et ce conformément aux textes légaux en vigueur, la conciliation de comptes des GDR-RTNC avec rétroactivité, la conciliation de comptes de la RTNC avec toutes les banques commerciales sur la perception de la quote-part de la redevance perçue par la DGDA. Au regard de difficultés d'ordre opérationnel rencontrées pour activer les actes générateurs en vue de mobiliser la collecte à cette fin et de poursuivre la modernisation de la télévision nationale, il a sollicité du Conseil une intervention spéciale du gouvernement pour l'obtention des moyens pour équiper les stations provinciales et procéder au lancement de la chaîne RTNC Tout Info qui sera entièrement dédiée aux informations et dont les dossiers ont déjà été apprêtés. Le deuxième point concernait le rapport sur la salubrité médiatique en République démocratique du Congo. Partant de conclusion du rapport de la première phase d'assainissement, le ministre de la Communication a rappelé que seuls 29,7% d'éditeurs de programmes de Kinshasa étaient en règle du point de vue technique et près de 30% en règle sur le plan administratif et 33,4% en règle avec l'État sur le plan financier. En vue d'accélérer la salubrité médiatique dans ces secteurs, il a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour procéder à une série d'actions. Notamment 1.
La récupération des 48 fréquences de stations radio émettant dans la ville de Kinshasa pour n'avoir pas répondu favorablement aux critères de viabilité économique des médias, dont ceux liés à la technique, l'administration et les finances, le retrait des canaux de diffusion des 132 éditeurs de programmes logés dans les bouquets publics et privés émettant dans la ville de Kinshasa pour n'avoir pas répondu favorablement aux critères de viabilité économique des médias, dont ceux liés à la technique, l'administration et les finances, la révision de l'arrêté ministériel instituant la commission de contrôle de conformité des acteurs opérant dans les secteurs audiovisuels publics et privés en République démocratique du Congo, la révision de l'arrêté interministériel fixant le taux de droit, taxes et redevances à prévoir à l'initiative du ministère de la Communication et des Médias pour un paysage médiatique assaini, la révision de l'arrêté interministériel portant définition des acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais, récupération par l'État congolais des fréquences analogiques octroyées aux chaînes des télévisions et interdiction d'importation en République démocratique du Congo, l'élargissement des missions de contrôle de conformité des éditeurs de programmes dans les 26 provinces dans les buts de constituer la cartographie du nouveau paysage médiatique et le financement de la commission de contrôle des conformités des acteurs du paysage médiatique. Après débat et délibération, ces deux dossiers ont aussi été adoptés. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes. Le premier, projet de décret relevant du secteur de l'industrie. Les ministres de l'Industrie a soumis au Conseil le projet de décret portant institution, organisation et fonctionnement du guichet unique dans les zones économiques spéciales. Placé sous l'autorité de l'Agence de zone économique spéciale, il a soutenu que ces guichets uniques regroupent toutes les administrations et entités publiques auprès desquelles l'aménageur, les entreprises des S et les travailleurs peuvent effectuer les formalités et démarches prévues par la réglementation en vue d'obtenir la délivrance des autorisations administratives nécessaires à leur installation et à leurs activités au sein des S, autre que la délivrance d'un agrément. Après débat et délibération, le Conseil a approuvé ce projet de décret. Projet des décrets relevant du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. La ministre de l'Enseignement supérieur a soumis au Conseil pour examen et approbation le projet des décrets portant modalité d'autofinancement des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ces textes fixent le cadre devant permettre aux établissements de l'enseignement supérieur et universitaire d'avoir de ressources financières suffisantes pour participer de manière active et effective à la résolution des problèmes et aux besoins du secteur public et privé en République démocratique du Congo, ou encore de former de ressources humaines de qualité, compétentes, expérimentées et capables de contribuer efficacement à l'industrialisation et au développement de la RDC. Après débat et délibération, ce projet de décret a été approuvé. Projet de décret relevant du secteur des affaires sociales. La ministre des Affaires sociales a présenté le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du registre social unique RSU en République démocratique du Congo. Ces textes, a-t-elle indiqué, s'inscrit dans la droite ligne des réformes du secteur de la protection sociale dans l'intérêt et de contribuer à soutenir les efforts du gouvernement tendant à faire face aux défis de coordination des interventions dans les secteurs et de renverser la tendance à court, moyen et à long terme des indicateurs sociaux dans le but de rencontrer la vision du président de la République sur la primauté de la prospérité populaire. Ces registres sociaux uniques est une base unique de données et d'informations sur les profils des ménages et des personnes les plus affectées sur laquelle se fondent toutes les interventions sociales ciblées. Il est adossé à un système intégré de gestion d'informations obtenu suivant un processus d'identification et de sélection des ménages pauvres et vulnérables à l'usage de projets et programmes de protection sociale. Après débat et délibération, le Conseil a aussi approuvé ces projets de décret. Dernier texte soumis au Conseil de ministres de ce jour par le vice-ministre de la Justice et du Contentieux international porté sur le projet d'ordonnance-loi
portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, prenant cours le 5 août 2025. Après débat et délibération, le Conseil a aussi approuvé ces projets d'ordonnance-loi. Commencé à 15h45, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 20h14. Je vous remercie.